Donc Pascal, en fait, vous le savez, est un oncogénéticien, et je sais qu'il vient chez vous, donc de Montpellier, et aujourd'hui il a monté une véritable grande société justement savante, basée sur la génomique et la médecine de précision. C'est extrêmement important de pouvoir, bien entendu, avoir des gens comme Pascal aussi dynamiques et nous faire avancer parce que vous voyez, comme il dit, en effet, les patients ayant un cancer du sein aujourd'hui peuvent avoir un taux de survie sans récidive à 5 ans de l'ordre de 86%. Mais vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, nous nous posons la question de savoir si justement on ne surtraite pas certains de nos patients. Est-ce qu'on n'en fait pas trop en termes de chimiothérapie? Est-ce qu'on n'en fait pas trop en termes de radiothérapie? Est-ce qu'on n'en fait pas trop en termes de chirurgie? Et in fine, nous sommes, et ça également certaines autres spécialités de l'oncologie, y travaillent, nous sommes dans une réflexion qui est-ce qu'il ne faut pas parfois proposer ce qu'on appelle une désescalade thérapeutique chez certains de nos patients, et en l'occurrence ici chez certaines de nos patientes, et peut-être éviter que celle-ci est une chimiothérapie cytotoxique dont on sait aussi les effets secondaires à court, moyen et long terme, alors qu'elle pourrait être guérie, entre guillemets, sans. Et donc, c'est à partir de ces constatations, bien entendu, on le sait depuis très très longtemps, et en l'occurrence grâce aux méta-analyses de Peto, l'apport significatif des chimiothérapies à l'acte chirurgical et au traitement loco-régional, c'est clair. L'impact de l'hormonothérapie, avec une grande révolution de thérapie ciblée, d'ailleurs, qui a été quand même le tamoxifène. Et donc, la question, elle se pose ici parce que, finalement, quand on regarde de près ces méta-analyses, on se dit, il y a peut-être un pourcentage de patients non négligeable pour lesquels la chimiothérapie serait inutile. Et donc, aujourd'hui, les chiffres sont là. Ils ont été un petit peu évoqués d'ailleurs dans le JDD ce week-end. Environ 50 000 nouveaux cas en France de cancer. Je vous rappelle, aujourd'hui, nous sommes à 400 000 nouveaux cas de cancer en France. L'incidence augmente, en particulier pour certains cancers, justement, digestifs, comme le cancer du pancréas. Mais le cancer du sein, vous voyez, c'est encore 50 000 nouveaux cas en France et 60% de chimiothérapie adjuvante. Et même chez des patients ayant un cancer du sein plutôt de bon pronostic, hormonosensible, et ce qui représente 30 000 chimiothérapies. Et pourtant, et là je parle sous le contrôle d'Éric, qui connaît bien, 4% seulement de bénéfices de la chimiothérapie adjuvante, nous met Pascal. Et donc, est-ce que sur ces 30 000, on pourrait en éviter, et vous voyez, avec un nombre qui n'est pas négligeable, 20 000. Donc la question qui s'est posée, c'est chimio ou pas chimio? Et pour pouvoir y répondre, d'abord, on a des facteurs, comme vous le savez, cliniques, histologiques, qui nous permettent, bien entendu, de définir au moment après la chirurgie, pour faire court, qui nous permettent de définir des situations où, oui, on va proposer une chimiothérapie adjuvante ou non. Et puis, il y a des situations qui sont un peu plus compliquées. C'est pour ça que les réunions de concertation pluridisciplinaire à laquelle vous participez sont importantes, puisqu'elles nous permettent de discuter des cas difficiles. Et donc, à partir du T, du N, et puis du SBR, du statut des récepteurs hormonaux, du Ki67, du statut HER2, justement, bref, on va pouvoir dire ou pas s'il y a une chimiothérapie nécessaire. Et puis, il y a des cas où c'est plus compliqué, comme je vous le disais, mais des cas aussi, par exemple, chez des patients ayant ce qu'on appelle un cancer du sein, selon la classification moléculaire, des luminales A, donc, où tout est au vert, et pourtant ces patientes vont récidiver. Bref, pour pouvoir répondre, donc, on s'est dit peut-être que la génomique va le permettre, et donc, à partir d'un certain nombre d'études, et à partir effectivement de ces données, ont été développées donc un certain nombre de signatures moléculaires, dont Pascal ici vous fait un bref rappel. Donc c'est pas dans l'ordre, donc première signature, l'EndoPredict, donc qui est basée sur l'étude de 12 gènes, vous voyez, et en particulier, donc là encore une fois, ce sont des situations où, bien entendu, vous voyez, patiente ayant un cancer du sein, hormonosensible, HER2 négatif, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où la chimiothérapie se discute. Parce que lorsqu'elle ne se discute pas et qu'elle est nécessaire, envahissement ganglionnaire, SBR3, HER2 surexprimé avec d'autres facteurs de mauvais pronostic, là on ne va pas discuter oui ou non s'il faut faire une chimiothérapie. Donc, plutôt patiente de bon pronostic au départ. Une autre signature, poussée bien sûr, là aussi par ce rationnel, la fameuse signature dite Prosigna, donc elle est basée sur 50 gènes.
avec un score qui est nécessaire, toujours sur effectivement ce même type de patient. Et puis une qui a fait couler beaucoup d'encre ces temps derniers et sur lequel justement on va un peu plus s'étendre, la fameuse signature Oncotype DX de Genomic Health. Là, encore une fois, basée sur à peu près une vingtaine, on va dire, grosso modo, de gènes qui interviennent dans la prolifération cellulaire, et on en reparlera dans quelques instants, qui est donc une signature d'ailleurs où, pour l'instant, l'étude est centralisée donc, au niveau américain. Et puis, la fameuse, là aussi, grande signature, MABAPRINT, où... Vous voyez, qui comprend aussi certaines patientes n'ayant pas, en tout cas, de récepteurs hormonaux. Alors, on peut comparer ces différentes signatures moléculaires, on peut comparer ces différents tests donc, génomiques en termes de reproductibilité, en termes de faisabilité, en termes de qualité, en termes de contrôle et en termes d'organisation aussi. Mais, donc, in fine, on dispose quand même d'un certain nombre de données, certaines étaient rétrospectives et donc critiquables, on va dire, et puis d'autres sont arrivées et plutôt issues de données prospectives et donc d'études randomisées et qui là, donc, justement, nous ont permis peut-être aujourd'hui ou encore plus demain de définir des standards ou pas d'indication de chimiothérapie en fonction du résultat de ces études. Alors l'étude MANDACT, par exemple, qui va donc utiliser cette fameuse signature, MABAPRINT, elle s'est posé la question. On a des patientes ayant un cancer du sein pour lequel on va avoir des données clinico-histologiques où on va pouvoir définir s'il s'agit de patientes de mauvais pronostics, entre guillemets, ou de bons pronostics. Et en particulier, bien sûr, pour celles qui sont de bons pronostics au demeurant, mais est-ce que le profil génomique de ces patientes ayant un cancer du sein aussi avec des facteurs donc à haut risque peuvent peut-être ne pas bénéficier de chimiothérapie? Donc, cette étude a été donc menée de manière prospective, étude randomisée, vous voyez, donc plus de presque 6700 patientes entre 2007 et 2011, et portant sur donc, des patientes, des femmes entre 18 et 70 ans, ayant un cancer du sein, bien sûr infiltrant, T1, T2, voire T3 mais opérable, et étaient acceptées, dans le cas de cette étude, des patientes ayant un envahissement ganglionnaire. Et donc, les patientes étaient donc incluses, et ensuite, bien entendu, on pouvait définir leurs facteurs de risque cliniques, ça, on l'a très facilement, avec la NAPAT aussi, et puis, il y avait une étude qui était faite grâce à cette fameuse signature. Et donc, vous voyez que finalement, on en vient à 4 types de patientes. On a des patientes qui sont à faible risque clinico, donc, je dirais pathologique, et aussi génomique, c'est le vert. Vous allez avoir ensuite des patientes un peu où ça va être discordant, c'est-à-dire qu'en fait, clinico-pathologique, c'est bas risque, de bons pronostics donc, mais en revanche, la signature génomique montre qu'il y a plutôt un facteur donc, à haut risque de récidive, et je dirais vice-versa. Donc ça, c'est le cas de figure où la génomique est discordante avec la clinique et la pathologie. Et puis ensuite, vous avez bien entendu, le cas de figure où les deux sont concordants, où les facteurs histo et clinico-pathologiques donc sont de mauvais pronostics, et y compris donc la génomique. Alors, ce qui nous intéresse surtout, c'est celle-ci en particulier, c'est-à-dire, j'ai une patiente qui a des facteurs histo clinico-pathologiques, donc de mauvais pronostics, chez qui je vais proposer une chimiothérapie. Mais la génomique me dit que finalement, cette patiente est à très faible risque de récidive. Et bien l'étude, en fait, démontre, c'est une étude randomisée, démontre que finalement, il n'y a pas de différence que vous fassiez de la chimiothérapie ou pas chez ces patientes-là. Et donc je pense que Marc et Eric, et puis un certain nombre d'entre vous commenteront tout à l'heure, et bien finalement, ça veut dire que lorsqu'on a une signature génomique plutôt favorable, et bien, vous voyez que le gain n'est pas significatif de cette chimiothérapie. Et donc, cette étude conclut, pour faire court, parce que sur les 55 diapos et 20 minutes, il a fallu que je fasse court,
conclut finalement à ces deux cas de figure qui nous intéressent tout particulièrement, c'est-à-dire celle où vous avez des facteurs clinico-histologiques de mauvais pronostic, mais une signature génomique plutôt de bon pronostic. Et ben, vous voyez que la chimiothérapie ne fait pas mieux. Et puis celles qui ont des facteurs histo-clinico-pathologiques à bas risque, mais une signature génomique qui n'est pas bonne, et bien là, on peut peut-être avoir un gain de chimiothérapie, et encore, ce n'est pas significatif. Au total, cette étude, en fait, a une puissance qui est relativement faible. Aujourd'hui, elle n'a pas permis, in fine, de conclure définitivement, et donc on en reste sur nos critères habituels, et en particulier clinico-histopathologiques, pour définir ou pas une chimiothérapie. Mais c'est sûr qu'elle met l'accent sur le fait qu'on pourrait réduire l'indication de chimiothérapie, en particulier dans certains groupes à haut risque. Encore faut-il bien les définir. Alors, toujours insatisfait, on s'est dit, alors je ne vais pas prendre les patientes de très mauvais pronostics, je vais prendre les patients de bon pronostic, celles qui sont hormonosensibles, pour lesquelles il n'y a pas d'envahissement ganglionnaire. Et puis je vais voir si la signature oncotype DX, basée sur 21 gènes, donc, peut répondre à la question suivante. C'est-à-dire qu'en fait, cette signature nous permet de définir des scores, 3 types de scores. En fait, vous avez un score à risque de récidive, donc supérieur à 25, où là on sait qu'il faut proposer une chimiothérapie. Vous avez dans cette catégorie de patients hormonosensibles, donc bon pronostic au départ, lorsque vous faites cette signature, lorsque vous rendez le résultat, et qu'on vous dit que le score est inférieur à 11, ce sont des patients qui ont un très bon pronostic, et donc on ne va pas faire de chimiothérapie, on va leur proposer qu'une hormonothérapie adjuvante, puisqu'elles expriment les récepteurs hormonaux. Et puis il y avait un flou, puisque toujours en médecine, il y a souvent des cas intermédiaires, c'est-à-dire celles qui avaient un score entre 11 et 25. Qu'est-ce que je fais dans cette zone grise? Est-ce que je vais quand même, chez ces patients, proposer ou pas une chimiothérapie? Et donc c'est l'étude TAILORx qui a été présentée et publiée en même temps cette année donc à l'ASCO et en même temps publiée dans New England, qui justement a posé cette indication d'évaluer si l'hormonothérapie seule est aussi efficace que l'hormonothérapie plus chimiothérapie, donc chez des patients ayant un cancer du sein, et en l'occurrence celles qui ont ce fameux score entre 11 et 25. Alors les résultats donc, de cette étude, en particulier pour le bras, vous voyez, score donc 11-25 sur plus de 6700 patientes, et voilà. Et donc au total, les résultats de cette étude, c'est que vous voyez que il n'y a pas de différence significative, c'est-à-dire qu'en fait, ces patientes, si elles reçoivent une chimiothérapie, vous n'améliorez pas pour autant leur survie sans récidive, attention, donc on est en IDFS, donc par rapport à celles qui vont recevoir qu'une hormonothérapie seule. Et donc, la conclusion, justement en particulier donc, de cette étude, chez ces patientes pour lesquelles la zone était grise, comme je vous disais, on pourrait se passer justement de chimiothérapie, leur proposer qu'une thérapie seule. Peut-être que Marc y reviendra donc tout à l'heure. Donc les résultats de TAILORx qui font aujourd'hui l'objet des hautes autorités pour savoir exactement l'HAS en particulier ce que l'on doit faire. Je ne vous parle pas du prix, on en reparlera après. Les principales conclusions de l'étude TAILORx, je vous le rappelle, si vous avez une patiente ayant un cancer du sein hormonosensible qui vient d'être opérée, vous lui faites passer le test, donc elle a un score oncotype DX entre 0 et 10, donc avec un taux de récidive extrêmement faible, une seule hormonothérapie suffit. Si vous avez un score entre 26 donc, ou au-delà, là, il faut lui proposer une chimiothérapie parce qu'elle a un risque très important de récidive. Et dans la zone grise, entre 11 et 25, sous réserve, bien sûr, de l'appréciation aussi de l'investigateur, c'est-à-dire du médecin que nous sommes, l'oncologue, vous voyez que l'hormonothérapie n'est pas inférieure à la chimiothérapie plus hormonothérapie, et que donc on peut donc lui proposer une simple hormonothérapie adjuvante. Alors, les implications, vous met Pascal, pour la pratique clinique sur la base de ces résultats.
Alors, aujourd'hui, donc, la plupart des oncologues ont tendance justement à ne pas proposer de chimiothérapie lorsqu'ils procèdent à cette signature. Encore faut-il qu'elle soit définitivement validée, bien sûr, par les hautes autorités lorsque le score est entre 0 et 25, et de proposer une chimiothérapie lorsque le score est supérieur ou égal à 26. Alors, l'utilisation de ces signatures moléculaires aujourd'hui, elle mérite, bien sûr, d'abord de savoir laquelle il faut utiliser, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a forcément sur le plan compétitif, marketing et commercial des guerres entre les différents partenaires, entre guillemets, ou industriels. C'est un enjeu donc économique, ça c'est clair. C'est un enjeu économique aussi pour nous, pour les tutelles, pour l'État, puisque c'est des signatures qui coûtent cher. C'est un enjeu aussi, avant tout, qui doit se positionner comme étant un enjeu médical et éthique, et en particulier, justement, pour répondre à la question principale, est-ce que certaines patientes, on peut se permettre de désescalader et de ne pas, donc, leur imposer une chimiothérapie, même l'espace de 4 ou 6 cures. Alors, ces signatures, en particulier pour certaines, elles ont été prises en charge pour la moitié de leur prix, d'ailleurs, je crois. C'est ce qu'on appelle les fameux RIHN, qui sont en fait des remboursements basés sur des référentiels des actes, ce qu'on appelle innovants hors nomenclature, qui est un processus au niveau donc, de la DGOS et des remboursements qui est autre que ceux de la T2A. Aujourd'hui, je crois que les caisses sont vides, donc c'est un petit peu compliqué. Et donc, comme le dit Pascal, pour l'instant, de toute façon, le remboursement est insuffisant. Nous attendons, bien entendu, justement, l'expertise de l'HAS et l'arbitrage de la DGOS pour savoir comment utiliser, un, au mieux ces signatures, et deux, comment elles seront définitivement remboursées. C'est clair qu'aujourd'hui, il y a un problème d'équité, parce qu'il y a certaines patientes qui vont le demander, certaines patientes qui vont accepter, ou certains établissements de payer, mais ce n'est pas possible pour tout le monde. Je pense que dans le secteur privé, c'est beaucoup plus compliqué aussi, mais dans le secteur public, je vous rassure aussi. Alors, si on a des essais thérapeutiques, tant mieux. Si on n'a pas, il faut prendre sur un certain budget. Ou là, moi, je sais que mon directeur, en ce moment, il est un peu inquiet. Et puis, voilà, donc c'est la facturation, aujourd'hui, qui va être, donc, aussi, si elles sont validées définitivement sur le plan scientifique, être mis en question et voir si, effectivement, cette facturation sera différente d'un centre à l'autre. Voilà le message que voulait faire passer Pascal sur ces signatures moléculaires, génomiques, et qui pourront peut-être demain, justement, donc mieux encore cibler et personnaliser donc les patients. Donc ces signatures ne sont pas un générique, vous dit Pascal, elles apportent des informations différentes. Il y a une valeur pronostique qui est avérée de la plupart, avec un faible bénéfice de la chimio lorsque le score est bas. MammaPrint et Oncotype sont donc validés prospectivement, puisque beaucoup de ces signatures ont été validées sur des études, certes randomisées, mais rétrospectivement. Donc c'est sûr que la valeur à ce moment-là, en termes de méthodologie, est moindre. Que pour l'instant, Pascal dit, et un certain nombre d'experts le soutiennent aussi, qu'Oncotype serait la seule ayant fait sa preuve de non-infériorité dans le cas d'un essai randomisé. Et ces signatures pourraient être utiles, vous voyez, dans des situations à risque justement intermédiaires, ces fameuses patientes qui font l'objet souvent de discussions interminables dans nos RCP. On n'est pas toujours tous d'accord pour savoir s'il faut faire ou pas une chimiothérapie, et voilà, où la balance bénéfice-risque est à discuter. Et ensuite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans les 10 commandements, en tout cas à discuter avec la patiente quand on ne sait pas ou quand on ne peut pas. Merci. Merci pour cet exposé. Vous avez toutes perçu la haute compétence et l'esprit de synthèse de Jean-Philippe, qui a réussi à nous expliquer toutes ces années d'avancées thérapeutiques vraiment d'une manière extrêmement claire. 10e anniversaire, c'est un peu l'occasion justement de revenir un peu en arrière, à une époque où tu étais... enfin, Marc et moi, on se connaissait bien, mais toi, tu n'étais pas né quasiment. Et quand j'étais jeune chef de clinique, j'ai rencontré Georges Mathé. Je crois que vous avez un peu parlé de Georges Mathé. Alors Mathé, c'était patron de Villejuif. Tout le monde disait qu'il était génial. Je crois plutôt qu'il y avait des moments où il était très excité et des moments où il était complètement déprimé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, ça
paix à son âme. Alors, dans les moments où il était très excité, il avait 20 idées par jour, et les 20 étaient censés guérir le cancer. Quelques années avant que je le rencontre, donc il avait été responsable du centre de Bligny, et à Bligny, il faisait donc de la BCG-thérapie, c'est-à-dire que les malades, ah oui, t'as pas connu, ça te raconte, donc les malades se faisaient grande scarification au BCG, comme ça, pour traiter le cancer, pour stimuler l'immunité. L'idée n'était pas mauvaise, À la fin du traitement, d'ailleurs, ils se réunissaient tous ensemble, ils buvaient le BCG, ils cassaient l'air. Enfin, un truc absolument Georges Maté. On ne peut plus faire ça. On a traversé à cette époque un vrai désert. Ça Marc s'en souvient, c'est-à-dire qu'on s'énervait parce qu'on nous disait que la Noventrone, c'était génial, ça ne faisait pas perdre les cheveux. On s'est aperçu après, ça donnait un peu de leucémie secondaire. On s'énervait parce que la Davidbine passait en gélule, c'était super, plutôt que faire des injections. Et on commençait à être assez déprimé. Et c'est vrai que tu as cité Denis Lemon et d'autres grands chercheurs qui, dans les années 80, ont fait décoller le système. Première thérapie ciblée 76, le tamoxifène. Et puis, dans les années 80, le coup est parti avec l'herceptine, les essais BCRG. Et depuis donc petite vingtaine d'années, maintenant, ça ne s'arrête plus. Et c'est exponentiel. C'est exponentiel grâce à une chose d'abord, qu'il faut qu'on salue tous, parce qu'on est complètement dépendant, qui est la recherche fondamentale. Puisqu'on est passé donc d'être totalement aveugle au système de la carte de métro, et donc à la complexité extraordinaire de fonctionnement des cellules en général, et des cellules cancéreuses en particulier. Et les gens de la recherche fondamentale nous ont donc appris ou montré comment elle fonctionnait, et surtout, ils ont réussi à voir derrière des thérapies. Et plus ça va, plus ils comprennent, plus on sort des médicaments, et plus à ce moment-là, on a l'impression de commencer à maîtriser le problème pour passer de traitements non spécifiques qui sont extrêmement critiqués et de plus en plus critiqués, comme la chimiothérapie, et la désescalade qui s'ensuit, pour passer des traitements de plus en plus spécifiques. Donc on a appris deux choses grâce à la recherche fondamentale, la complexité des cellules, et puis on a aussi appris, ce qu'on devinait tous un peu, c'est que tous les cancers ne sont pas les mêmes. On l'a appris dans plein de cancers. Tous les cancers s'alignent là-dessus aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas un cancer du poumon ou du côlon ou du sein, il y a des cancers du sein. Et grâce à la recherche, on démontre les caractéristiques des différentes catégories, on essaie de caler pour 1%, 2%, 3% des malades les thérapies personnalisées, adaptées. Donc là, maintenant, on est là-dedans. On est là-dedans pour essayer, bien sûr, de désescalader. Mais l'objectif en soi, c'est pas soit la désescalade. L'objectif en soi, c'est de sortir des 10 000 morts par an, je parle du cancer du sein qu'on a encore, et cela d'arriver à baisser enfin ce chiffre d'une malade qui meurt toutes les heures en France, dans notre pays, de cette maladie, et grâce au progrès et aux traitements plus adaptés. Et si en plus on désescalade, ça sera bien, mais la priorité n'est pas forcément désescalader. Si demain on a un traitement extrêmement efficace, même s'il est très toxique, probablement on le prendra. Ça dépend des cas. Pour commencer par une question, tu penses qu'un jour on va arrêter de faire la chimiothérapie? Non. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Elle sera toujours là. Elle sera soit en association. Non, parce que de toute façon, le cœur même de la division cellulaire, c'est la cible de la chimiothérapie, que ce soit l'ADN ou le fuseau mitotique, enfin, etc. Non, je crois qu'on se passera, en particulier en situation métastatique, on ne se passera pas de la chimiothérapie. Non, je n'y crois pas. On va en restreignant un peu ces indications. Oui, la parce que désescalade est vraie. Alors, la désescalade est vraie. Attention de ne pas trop désescalader non plus, hein, parce que je vois que j'ai vu Patrick. On est aussi dans une approche de désescalade en radiothérapie, en chirurgie, donc il ne faut pas non plus trop désescalader. Mais oui, bien entendu, ce sont les indications finalement qui vont peut-être diminuer. Mais lorsqu'il y aura en effet une indication clairement définie, la chimiothérapie restera, à mon avis, toujours un standard. C'est vrai qu'on le voit au niveau des congrès qui sont un peu notre indicateur à l'ASCO au mois de juin aux États-Unis, la grande messe américaine sur l'oncologie médicale, la chimiothérapie. On voit bien que les nouvelles drogues, il ne sort pas grand-chose en termes de nouvelles drogues. Celles qui sortent, c'est des associations parfois à l'immunothérapie ou à des targets, enfin des cibles, mais à des anticorps monoclonaux. Mais
par contre, on est noyé sous les nouveaux médicaments d'immunothérapie. Oui, bien sûr. Alors après, je ne veux pas déflorer le topo de Marc, mais c'est vrai que, bon, en revanche, pour les patientes ayant un cancer du sein hormonodépendant, c'est vrai que, bon, voilà, il y a des nouveautés, vous allez le voir dans quelques instants. Alors, en fait, on ne fait que repousser, en fait, au maximum, la mise en route d'un traitement par chimiothérapie. D'accord ? Vous le verrez dans quelques instants, mais in fine, à un moment donné, elle restera de recours. Oui, et d'ailleurs, nos vieux programmes Adria, Endoxan, Taxane ne bougent pas beaucoup, finalement. C'est ce que j'ai voulu faire sur la diapositive absolument. d'Anne-Claire en disant, voilà, bon là... On garde les mêmes et on continue avec ça. Et on continue avec ça. Et on ne fait pas mieux que ça, en matière de chimiothérapie. Voilà, indépendamment, bien sûr, de certains types de populations pour lesquelles les cibles sont clairement identifiées. Avant de discuter quelques minutes des signatures génétiques, vous avez des questions, les unes ou les autres, ou des remarques, Éric Charles, sur la chimiothérapie ou sur les traitements que... Éric est issu de la même école que moi, donc... Non, j'avais juste un petit commentaire, c'était sur ce que tu as annoncé comme étant, et probablement, un nouveau pas chez les triples négatifs, enfin chez les patientes ayant une tumeur triple négative, pardonnez-moi, avec cette étude qui montrerait, on n'a pas les résultats, mais on sait qu'elle est positive, c'est souvent le cas, les actionnaires savent avant les médecins, donc l'intérêt d'un médicament. En tout cas, c'était cette étude chez les triples négatifs qui, pour la première fois, semble-t-il, dans un sous-groupe très particulier qui exprime le PD-L1, un effet de l'immunothérapie dans les cancers du sein, parce que pour le moment, tu l'avais parfaitement précisé, c'était plutôt des signaux et relativement contradictoires. Mais c'était juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est en association avec la chimiothérapie. Autrement dit, ce n'est pas un substitut de la chimiothérapie, c'est un complément. Donc attention là aussi à ne pas, tu l'as dit, trop espérer en termes de qualité de vie, parce que c'est ça le problème de la chimiothérapie, il n'y en a pas d'autre, en termes de qualité de vie qu'on pourra s'en passer. Et par ailleurs, il faut revenir sur la toxicité quand même aussi de ces thérapies innovantes. Parfois, on peut même dire que certaines chimiothérapies, notamment orales, sont moins toxiques que ces thérapies ciblées. Donc, ne pas avoir de message trop simpliste, pas de chimio égale meilleure qualité de vie, c'est pas toujours vrai. Et donc attention aussi à ne pas donner à la désescalade immédiatement un sens d'amélioration de qualité de vie. C'est absolument pas acquis maintenant. Voilà, c'était juste un petit commentaire. Ouais, absolument. Absolument. Il ne faut pas radicaliser notre discours. Notre discours, ce n'est pas d'avoir la peau de la chimio, c'est de guérir plus de malades et d'améliorer leur qualité de vie, évidemment. En ce qui concerne les signatures génétiques, pour nous, en ce moment, c'est un vrai maelstrom, les signatures génétiques. C'est un vrai maelstrom parce qu'il y a pas mal de tests en circulation qui sont publiés avec des études très intéressantes, mais qui ne répondent pas toujours aux questions. Tu as bien dit que le MINDACT avait été quand même un peu discuté, le TAYLOR-X a été beaucoup discuté, et même presque excessivement un peu critiqué, mais enfin beaucoup critiqué. Donc, premièrement, il y a pas mal de tests qui sont différents. Deuxièmement, on sent bien qu'il y a des enjeux économiques maintenant qui sont forts quand même. Il y a des enjeux économiques qui sont forts, donc on est toujours dans l'idée de s'assurer qu'il y a une indépendance complète des publicateurs, des auteurs ou des décideurs et du monde des pharma ou du monde de l'industrie, mais on sent bien qu'il y a quand même des vrais enjeux derrière, qui possiblement quand même compliquent un peu notre lisibilité de certains résultats ou notre compréhension de certaines décisions. Ce que je voudrais simplement dire de manière générale, c'est qu'en ce qui nous concerne, nous, on a été, depuis le début, Oncotype. On a été sur Génomique depuis très longtemps. On est assez ancré sur ce thèse parce qu'il nous semble que c'est quand même le seul qui a une vraie valeur de prédictivité. Dans les résultats sur les tests, il faut bien comprendre qu'il y a les tests qui cherchent à définir un pronostic du cancer et les tests qui cherchent à prédire l'efficacité d'un traitement, ce qui n'est pas la même chose. Le pronostic d'un cancer, on avait Adjuvant Online qu'on a perdu, mais qui était un test magnifique. Adjuvant était parfaitement validé, vous rentriez la taille, il n'y avait pas le SATUR2, mais vous rentriez la taille, t'es pas d'accord ?
Il n'y avait pas le CAI, mais il était quand même d'une fiabilité extrême. C'est la préhistoire. Attends, Eric, c'est pas ce que... Non, non, pas, je ne veux pas polémiquer, je veux simplement dire que les tests, entre guillemets, classiques, nous donnaient quand même pas mal d'informations sur le pronostic des patients. Notre questionnement, c'était bien sûr le pronostic, mais c'était surtout l'impact d'un traitement, y compris celui de la chimiothérapie, parce que faire une chimiothérapie parce que la malade a un pronostic incertain n'est pas tellement la bonne réponse. Faire une chimiothérapie, on cherche surtout à poser l'indication de chimiothérapie quand on a des arguments pour penser qu'elle va rendre service à la patiente. Et ça, pour nous, d'après les publications, Eric Charles t'a invité à donner son sentiment, mais c'est un peu Cohen-Cotad qui donne cette notion de prédictivité. C'est pour ça qu'il nous semble finalement le seul un peu pertinent. Savoir qu'une malade a un bon ou un mauvais pronostic, c'est très intéressant, mais le problème, c'est pas sur seulement cet argument-là qu'on prescrit une chimiothérapie. On prescrit une chimiothérapie parce qu'elle va l'améliorer, parce qu'elle va améliorer son pronostic, qu'il soit bon ou pas bon. Parce que même si un pronostic est excellent, j'avais discuté notamment avec Fabrice André de ce sujet, pour parler du cut-off, c'est-à-dire quelle est la limite à laquelle on prescrira une chimiothérapie. Est-ce que c'est 5% d'amélioration? Est-ce que c'est moins? Est-ce que c'est plus? Et Fabrice m'a répondu, écoute, moi, si c'est ma femme demain, si je lui fais gagner 1% de chance de survie, je lui fais une chimiothérapie. Donc le cut-off, c'est autre chose. Mais l'impact de la chimiothérapie, c'est là qu'est la... Mais il y a eu des études là-dessus. Il y a eu des études, en particulier, moi je me souviens d'une étude qui a été publiée par l'INSEE en fin des années 90, où on avait posé la question aux femmes. C'est une étude qui avait fait l'objet d'un JCO. On avait fait poser, et c'était 2% de survie à 5 ans, et la majorité des femmes disaient oui, elles prenaient le risque, si c'était même que 2% de gain de survie à 5 ans. Bien sûr, c'est pour ça que c'est très important, quand je disais tout à l'heure, qu'aussi il faut discuter, alors c'est pas du prosélytisme ce que je fais, mais c'est vrai qu'il faut discuter avec la patiente, justement, et il y a des patientes qui vont vous dire non, dans ces cas bien sûr un peu intermédiaires, et puis il y a des patientes qui seront rassurées d'avoir une chimiothérapie. Et, Bien sûr, Marc, ouais, Marc. Bon, il n'y a aucun doute que ces signatures sont utiles et apportent un plus dans nos réflexions et dans nos choix. Le souci, cependant, c'est que les études publiées, tant MINDAC que TAILORx, ne répondent pas vraiment à la question. Le problème de TAILORx, c'est qu'ils ont choisi une population d'excellents pronostics. Les tumeurs, elles faisaient en moyenne 15 mm. La grande majorité était RE+, RP+, dans plus de 75% des cas. Et donc, on n'avait pas de notion de prolifération. Et donc, c'est des patientes pour lesquelles, déjà, dans l'immense majorité des cas, on n'aurait pas fait de chimiothérapie. Donc, c'est pour ça qu'on est toujours en attente et en demande, parce qu'on n'a pas d'études prospectives là, qui répondent vraiment à la population pour laquelle on se pose des questions, qui va être, pour l'essentiel, quand même les luminales B. Les patientes qui ont une tumeur luminale A, bon, c'est réglé, on sait qu'on va faire de l'hormonothérapie, elles ont des RE très positifs, des RP très positifs, un Ki 67 bas, un grade bas. Bon. Celles pour lesquelles on va être beaucoup plus exigeante, c'est toutes les luminales B. Et pour celles-là, eh bien, les signatures sont essentielles, mais on manque de données prospectives à long terme les concernant, parce qu'à 5 ans, tout va toujours très bien. Donc le cancer du sein, c'est à 10 ans qu'il faut juger, pas à 5 ans. Oui, mais justement, c'est le luminal A dont tu parles, Marc. Aujourd'hui, on a tendance à en voir quelques-unes qui récidivent après 10 ans. Il y aura des rechutes 10 ans, 15 ans, 20 ans après. Mais est-ce que pour le moment, tu as des signatures qui prédisent ça? Alors, excuse-moi, oui, tu as Prosigna et probablement Endopredict. Bon, mais pas par exemple au Cotype. Donc, je te dis, il n'y a pas de signature qui répondent à toutes les questions. Et voilà, ça apporte un plus, je pense vraiment pour le moment, pour les luminales B, mais pas sur le long terme, pas sur des tas de... Heureusement, ça nous fait encore plein de travail. Il y a des tas de réponses encore. En ce qui nous concerne, à la RCP, je vais te dire, on discute presque moins de fait-on ou pas une chimiothérapie que de fait-on ou pas une signature. On est en train de plus... Et ça, il faut reconnaître que sur ce sujet-là, les publications répondent pas bien. Et on passe beaucoup de temps aujourd'hui à discuter on fait un test, on ne fait pas un test. Et ça se substitue presque à la question de la chimiothérapie, parce que
quand on a les éléments classiques, plus la signature que ça a été fait, en général, la décision chimio, pas chimio, elle prend pas longtemps, quoi. Enfin, nous, quand on utilisait Adjuvant Online, on était toujours très embêtés pour ces luminales A de taille moyenne, pour lequel il y avait des facteurs de bon pronostic et où on se posait la question de faire une chimiothérapie. Et après, c'était en fonction de l'humeur du jour, faut dire la chose clairement, parce qu'on était dans la zone grise de bénéfice. Et là, c'est vrai qu'Oncotype nous a quand même simplifié la vie pour ces patientes-là. Complètement. Il faut le dire, ça a changé nos pratiques à ce niveau-là. Complètement. Surtout et c'est quand même une frange assez importante de nos patients. Surtout que c'est d'abord une frange très importante de nos patients, puisque je vous rappelle grâce à vous et grâce au dépistage, on a quand même maintenant les malades standards qui sont des T1, des malades des tumeurs de moins de 2 cm. Hein. Le problème est encore amplifié parce que la majorité de ces malades-là, ils sortent avec une signature faible. Et donc on dit, bah ouais, c'était prévu. Donc c'est un peu comme tous les examens, comme le dépistage par exemple. Bah ouais, le plus souvent, on fait une mammo systématique, le plus souvent elle est normale. Et quand on fait une signature, bah le plus souvent elle confirme ce que les critères classiques auraient dit, c'est pas de chimio. Mais c'est pas pour ça qu'on l'a fait. On l'a fait aussi pour arriver à sortir quelques patients qui sont pas dedans. Mais ils sont minoritaires. Et comme ils sont minoritaires, dans la durée, c'est parfois décourageant de continuer à avoir ces démarches-là. Mais notre problème avec l'impact économique que ça a, parce que derrière c'est l'impact économique, sinon faisons un test à tout le monde. C'est comme le BRCA, faisons un test BRCA à tout le monde. Notre problème, c'est l'impact économique. Et quoi, il faut y aller. Bon. Luc dit qu'il faut y aller là. Ne nous laissons pas aller. Vous n'avez pas d'autres questions? Jean-Philippe, je te remercie donc deux fois. Vraiment, merci beaucoup.